Bien, alors, bonsoir à tous. Euh, Quel bonheur, mais quel bonheur de vous voir aussi nombreux à ce premier Café des Sciences de l'année. Vraiment, nous sommes vraiment heureux. On a un thème qui est, bon, comme d'habitude, sérieux, mais on va rigoler un petit peu, un peu, pas trop. Bon, on va essayer. Bon, en tout cas, bienvenue à tous. Je veux aujourd'hui réitérer mes vœux à tous de bonne santé et puis de joie partagée. Nous essaierons encore cette année, nous à la Canopée, de vous faire régulièrement partager des sujets sérieux qui parlent de science, mais qui en réalité nous rassemblent dans un espace bien heureux. Bonne conférence à vous. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents en nombre pour ce premier Café des Sciences en 2024. Pour cette édition-ci, nous accueillons Dr Loïc Eppelboin, qui vient nous parler d'une maladie un peu mystérieuse qui fait un peu le buzz autour de nous, si je peux me permettre le jeu de mots qui est un peu viral. Cette maladie qui s'attrape en forêt et dont Dr Eppelboin saura nous éclaircir et nous dire le fin mot. Merci à tous. Merci. Juste pour passer les diapos, j'utilise ça. Ok. Et pour la lumière, c'est ça. Ah oui, bonsoir à tous. Je dois vous dire que je suis un peu impressionné, vous êtes vachement nombreux. Plus il y a des gens que je fréquente d'habitude, pas du tout dans le cadre du travail. Alors, justement, c'est une maladie qui fait un peu le pont entre mon travail et puis ce que je fais en dehors du travail et tous ces milieux naturalistes que je fréquente depuis de nombreuses années. Et c'est un peu une histoire que je vais vous raconter. Vous allez voir, il y a des diapositives qui sont très simples, et puis d'autres, comme il fallait quand même un peu répondre probablement à des questions des gens qui sont concernés personnellement par cette maladie. Il y a des diapositives qui sont très sérieuses et que j'ai piquées à des gens très sérieux qui sont plutôt du milieu médical. Donc parfois, il y a des choses qui sont un peu de spécialisées que je vais essayer de vous traduire. Alors j'ai piqué certaines diapos tout en rendant hommage à leurs auteurs, mais ils m'en voudront pas normalement. On va plutôt commencer par une petite histoire et finalement comment est-ce que moi j'ai été amené à découvrir qu'il y a cette maladie-là que je connaissais pas du tout et qui existait en Guyane. Alors ça commence comme ça, cette histoire. Donc on se trouve à Chemin Mogès, dans un carbet du côté de Chemin Mogès, chez des amis que je ne nommerai pas, même si on peut reconnaître leur chien. Et on se trouve dans une soirée avec des amis à eux que je connaissais pas, qui vivent depuis longtemps en Guyane, puis vous connaissez les soirées qu'on fait ici, il y a un petit barbecue, il y a quelque chose, et puis il y a un peu d'alcool, et puis au milieu de la soirée, leurs amis me disent « Ah ben tiens, toi t'es docteur », ça c'est quelque chose qui est fréquent quand on fait ce métier-là, c'est que dans n'importe quelle circonstance, on se retrouve à être interpellé sur quoi que ce soit. Je suis entré en première année de médecine, je faisais du babysitting, la dame elle m'a raconté tout son accouchement au bout de 15 minutes. Bref, donc ça arrive souvent. Et là, ils sont deux, et puis ils me racontent, alors c'est pour ça qu'il y a un canoë qui est ici, hop, ils me racontent, on a été sur l'Armentabo, on a fait une grande expé de 1 semaine, et puis on a mis les pieds dans des nids de tiques, puis c'est quand même bizarre, depuis qu'on est revenu de cette expé, on n'arrive plus à manger de viande, et quand on mange de la viande, ça fait mal au bide, on n'est pas bien, etc. Donc il se passe quelque chose. Ça te parle, on se demande s'il n'y a pas un lien entre ces tiques par lesquelles on s'est fait piquer et puis ça. Il faut savoir que nous, dans le milieu de l'infectiologie, je vous ai pas dit, moi je suis infectiologue, donc spécialiste de toutes les pathologies infectieuses qui vont de le sida, la tuberculose, la dengue et le palu, vous connaissez pas mal en ce moment, et également une autre maladie qui s'appelle la maladie de Lyme, qui est une maladie transmise par les tiques, une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi et qui, depuis 15 ans maintenant, a créé une sorte de... Alors, il y a eu le Covid après qui a aussi créé des fractures dans la société. Mais la Lyme, c'était d'ailleurs un peu les mêmes de chaque côté, de chaque bord. C'est un peu une maladie qui a créé une fracture dans la société entre des scientifiques, des médecins et d'autres certaines associations, et avec des choses pour lesquelles tout le monde n'est pas forcément d'accord, ni de l'un ni de l'autre.
Et voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions autour de la maladie de Lyme. Et à l'époque, devant les congrès d'infectiologie, on avait des gens qui venaient manifester, qui traitaient les infectiologues d'assassins, etc. Puis quand ils me parlent, ils me disent oui, alors depuis qu'on s'est fait piquer par des tiques, on n'arrive plus à manger de la viande. Je me suis dit bon, bah c'est un peu bizarre, c'est un peu cette mouvance qu'il y a en ce moment. J'ai eu la sagesse de rien dire, de dire je connais pas, ce qui est pas la qualité la plus fréquente de beaucoup de mes collègues. Parfois, ils préfèrent dire quelque chose plutôt que dire qu'ils savent pas. Moi, j'ai dit je connais pas, j'ai fermé ma gueule. Ça m'arrive pas souvent, mais là, ça m'a fait du bien. Et voilà. Et puis quelques semaines plus tard, vous savez, on reçoit. C'est pour ça que je vous ai mis. Donc ça, c'était la première partie. C'était Amogès, randonnée en kayak, et puis l'éthique. Et puis quelques temps plus tard, on reçoit des alertes en permanence scientifiques, des articles, etc. Et alors là, mon gros coup de tonnerre et ce qui a abouti à ce qui suit ensuite, je vois une publication d'une équipe de Floride. Le lien a été fait entre la Lone Star Tick, la star étoilée, et une allergie à la viande chez des patients américains. Là, je me suis dit, putain, j'ai bien fait de fermer ma gueule. Et effectivement, c'était le tout début, et on s'aperçoit qu'il y a un lien entre la morsure de stick et l'apparition d'allergies à la viande. J'en reste là, les copains de copains, je les ai pas spécialement revus. Et puis, rien de plus, si ce n'est que ça commence un peu à bruisser autour de moi de gens qui commencent à parler un petit peu de ça, des copains de copains, etc. Bon, et puis, je vous ai mis le pont de l'Oyapock tout simplement parce que c'est un autre patient qui m'a fini de m'ouvrir les yeux sur cette pathologie, un monsieur qui venait pour je sais plus quoi d'ailleurs, qui vivait à Saint-Georges. Et vous savez, dans le déroulement de l'examen clinique, enfin de la consultation médicale, on commence par les antécédents. Donc, qu'est-ce que vous avez comme problème de santé? Le monsieur me dit, j'ai l'alpha-gal. Je ne saurais pas reproduire quelle tête j'ai eue à ce moment-là, mais probablement une tête un petit peu interloquée. Il me regarde un peu attristé, voyant son docteur qui connaissait pas ça. Ben, l'alpha-gal, enfin, vous connaissez pas. Hein. C'est la maladie qui fait qu'on est allergique à la viande quand on s'est fait piquer par les tiques. Donc voilà, donc la boucle était bouclée. Et donc vous voyez que c'est des gens qui sont pas du tout du milieu médical qui m'ont fait découvrir cette pathologie-là. On va continuer l'histoire. Alors, 2-3 mots, on va alterner entre des trucs un peu d'histoire sur qu'est-ce qu'on a fait en Guyane autour de ça, et puis des trucs un peu plus sérieux. Donc déjà, la première diapositive, elle commence déjà à être pas très lisible. Mais en gros, vu que tout ça, c'est une histoire d'allergie, c'est quoi l'allergie? Dans notre jargon, c'est plutôt ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Ce que vous voyez ici, il y a des hypersensibilités non allergiques qui peuvent être des effets toxiques ou pharmacologiques à une substance qui peut être alimentaire, médicamenteuse, etc. Et puis, il y a une hypersensibilité allergique, soit immédiate, qui est moins fréquente, soit retardée, et qui est donc la réaction à une substance étrangère qui peut être d'origine médicamenteuse, alimentaire. Vous connaissez les poussières, vous connaissez les aliments comme les crevettes, les cacahuètes, etc. Et ça va donner les symptômes suivants. Il peut y avoir des symptômes les plus bénins aux symptômes les plus graves, et c'est pour ça qu'on prend très au sérieux les allergies, vu que les symptômes les plus bénins, c'est ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle des signes cutanéo-muqueux. Érythème, c'est une façon, dans notre jargon, vous avez compris qu'on a construit tout un vocabulaire pour pas que vous puissiez nous comprendre, et pour pouvoir se parler entre nous et se donner un peu d'importance. Voilà, donc érythème, ça veut dire que la peau devient rouge, du grec, bref, vous m'avez compris. L'urticaire, c'est la même chose, c'est des plaques rouges mais qui grattent, et comme particularité de se déplacer sur le corps, c'est pas tout le corps, c'est des plaques et puis qui se déplacent, qui grattent, et ça c'est vraiment une des manifestations les plus connues dermatologiques de l'allergie. Ensuite, il peut y avoir d'autres signes qui apparaissent, alors là on n'en parle pas ici parce qu'on n'est pas directement concerné, mais quand c'est les éternuements, il peut y avoir de l'asthme parce que là les bronches se resserrent, et puis il peut y avoir d'autres choses, mal au ventre, des vomissements, des diarrhées. L'hypotension, c'est quand la tension, elle chute. Il peut y avoir aussi des gonflements divers. C'est le fameux œdème de Quincke ou œdème de Quincke, selon que vous êtes anglophile ou pas. Donc, c'est quand ça commence à gonfler au niveau de la gorge. Ça, c'est une des formes graves d'allergie. Alors, on a parlé d'hypersensibilité. On peut dire atopie aussi. Il y a plein de termes qui essayent de vous perdre un peu comme moi quand je vais chez le banquier pour demander un prêt. Voilà, c'est pareil. Et enfin, l'atteinte ultime, avec l'atteinte unie ou multiviscérale, donc un organe ou plusieurs organes, et avec ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Ah oui, il y a aussi l'anaphylaxie, en plus de l'hypersensibilité, l'atopie et l'allergie.
Donc je vais de temps en temps utiliser l'un ou l'autre terme. Et ça, c'est vraiment la forme la plus grave. C'est un peu l'équivalent, c'est un peu comme si vous aviez perdu plusieurs litres de sang, c'est-à-dire qu'il y a une hypotension brutale, et si on ne fait pas quelque chose, ça peut être mortel. Bon voilà, l'idée, c'était pas de plomber l'ambiance, mais c'était juste qu'on rappelle ce que c'est que l'allergie, c'est pas juste ça me gratte un petit peu et j'éternue. Et on sait que les patients, pour aller un peu vite, les patients qui ont de l'alpha-gal, il y en a certains qui vont faire jusqu'à des formes relativement graves comme celle-là, comme des personnes que vous connaissez en réaction à des piqûres d'insectes ou que sais-je. Voilà. Et l'alpha-gal, précisément, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire intéressante parce que c'est une maladie qu'on a décrite pour la première fois il y a très peu de temps. Il y a la première publication sur cette maladie, c'était il y a 15 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, à part certains virus émergents, sinon une maladie qu'on décrit pour la première fois aussi tard dans l'histoire de la médecine, c'est extrêmement peu fréquent. Et comment ça se passe ? Alors, c'est un peu d'histoire médicale. En 2004, il y a un nouveau médicament qui est constitué d'anticorps dirigés contre certaines cellules cancéreuses, qui est créé, qui est autorisé aux États-Unis. On commence à le donner pour certains patients qui ont des maladies cancéreuses aux États-Unis. Et une des choses dont on s'aperçoit, c'est que les gens qui vivent au sud-ouest des États-Unis se mettent à faire des allergies à ce médicament. Alors ceux qui vivent ailleurs aux États-Unis ne font pas spécialement cette allergie. On se pose des questions. On s'aperçoit qu'ils ont développé des IgE. Alors vous allez voir beaucoup IgE ici. IG, c'est pour immunoglobuline, donc la traduction c'est anticorps. Et E, c'est spécifiquement des anticorps dédiés à l'allergie. Vous connaissez-vous peut-être d'autres. Par exemple, pour la dengue, parfois on doit utiliser les IgM, les immunoglobulines M, c'est ça qui va faire le diagnostic, pour donner un autre exemple. Ici, les IgE, c'est vraiment pour l'allergie. Et bien, ces patients, ils ont développé des anticorps contre cette molécule et contre un sucre qui s'appelle l'alpha-gal. Je vais y revenir juste ensuite. Et là, on s'amuse à faire de la superposition géographique. On s'aperçoit que les cas d'allergie à ce médicament, ils sont superposés à... Ils sont superposés à la répartition d'une tique qui s'appelle Amblyomma americanum, la Lone Star tique, la tique étoilée, qui se trouve dans cette partie-là des États-Unis. Ça, c'est une publication qui date de l'année dernière, où on voit que la répartition des cas d'alpha-gal aux États-Unis, et ici, donc, vous voyez que c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait vraiment une superposition entre ces allergies qui étaient survenues et la présence de ces tiques. En plus de ça, dans les mêmes régions, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui déclarent de plus en plus souvent des allergies à la viande rouge. En plus de ça, c'est la même répartition qu'une maladie et qu'un nom barbare qui s'appelle la fièvre pourprès des montagnes rocheuses et qui est une bactérie, pour le coup, transmise par cette tique. Et voilà, donc on commence à se poser beaucoup de questions, mais on se dit qu'il y a quand même une sacrée coïncidence. Voilà, on commence à faire le lien et en 2009, on fait le lien entre le syndrome alpha-gal, que dans certaines diapositives ici, j'ai appelé le SAG, et l'allergie retardée au bœuf. Voilà, ensuite, donc ça c'est 2009, et ensuite on commence à faire le lien, et une des fameuses publications, on voit qu'il y a vraiment un lien entre les zones d'endémie, l'allergie à la viande rouge, et la présence de cette tique. En plus, on s'aperçoit que ce fameux sucre que je vais décrire juste après, alpha-gal, c'est en fait galactose alpha-1,3-galactolysitase, son vrai nom, qui est un sucre qui fait partie de la paroi des cellules des mammifères, pas des oiseaux, par des reptiles, ça va expliquer certaines choses ensuite. Ce fameux alpha-gal, il est présent dans le tube digestif, la salive, le ciment des tiques. En plus, expérimentalement, on arrive à reproduire le modèle. Et cette maladie, elle survient particulièrement chez les gens qui ont fait une grosse réaction aussi de morsure de la tique. Donc, en pratique, on finit par comprendre le mécanisme. Ça, c'est une publication de 2024, là, de janvier, donc qui vient de sortir. Les Américains, ils ont toujours le don pour faire des beaux schémas. Et donc, vous voyez qu'il y a la tique que vous voyez ici, qui pique quelqu'un, la présence de ce sucre dans la salive qu'il fait passer dans la circulation sanguine, un peu comme, c'est le même principe que les vaccins, il va y avoir quelque chose d'étranger qui va pénétrer, le système immunitaire qui va être à l'origine de la production d'anticorps. Ici, c'est des IgE dirigés contre l'alpha-gal qui vont se former, qui vont être présents. Et ensuite, quand quelqu'un va manger un aliment qui contient cet alpha-gal, ça peut être du bœuf, du porc, de l'agneau, de la chèvre, et puis éventuellement des animaux, des produits dérivés de ces animaux,
du lait, du fromage, des gélatines, etc., et ben, il y a des symptômes qui vont apparaître, des symptômes allergiques qui apparaissent dans les 2 à 6 heures. La question qui s'est posée, aujourd'hui personne ne sait encore y répondre, excusez-moi, c'est un peu indigeste, mais ça c'est une publication de 2020 qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'elle fout là, l'alpha-gal, dans la salive de ces tiques? Pour l'instant, ça n'a pas été tranché, mais en gros, il y a 3 hypothèses. Il y en a une, ce serait que les tiques produisent ce sucre dans leur salive spontanément. La deuxième, ce serait que c'est des tiques qui sont en forêt, qui se sont nourris sur des mammifères, qui ont acquis des cellules de mammifères et qu'ils ressortent. Et la troisième hypothèse, on sait que les tiques vivent avec tout un tas de bactéries qu'on appelle des symbiontes, avec lesquelles elles vivent en harmonie. On connaît ce phénomène à d'autres niveaux de la forêt, entre des animaux, des plantes, les fourmis, etc. Et donc, ce seraient ces bactéries qui vivent en harmonie avec les tiques qui produiraient cet élément qui est l'alpha-gal. Donc voilà, je passe un peu sur la théorie et je vais arriver à qu'est-ce qu'on a fait, nous, en Guyane. Voilà. On s'y intéressait, on s'est dit, c'est quand même curieux. À cette époque-là, voilà, ça fait longtemps que je suis en Guyane, je connais beaucoup de monde, on en parle, et je vois bien qu'il y a des gens autour de moi qui ont l'air d'avoir la même chose. On commence à faire les premières consultations, on se renseigne, on s'aperçoit qu'il y a un diagnostic qui est possible, je vous montrerai après, mais en fait, au-delà de la supposition, on s'aperçoit qu'il y a un diagnostic qui est possible en faisant des prises de sang et en dosant dans le sang ces fameuses IgE, immunoglobulines E, donc les immunoglobulines de l'allergie, dirigées contre l'alpha-gal, donc les IgE anti-alpha-gal. Et puis, moi je l'ai découvert aussi à ce moment-là, je vous le dis tout de suite, des IgE spécifiques contre certaines viandes animales. Donc on peut faire des IgE anti-bœuf, des IgE anti-porc, des IgE anti-mouton, des IgE anti-poisson, des IgE anti-chèvre, je vous passe, on peut continuer si vous voulez. Mais ça a permis de commencer à faire les premiers diagnostics. Et là, je me suis dit, bon, ça vaut le coup d'essayer d'en savoir un petit peu plus. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un interne marseillais qui était en Guyane et qui cherchait un sujet de thèse. Je lui ai dit, t'as qu'à travailler là-dessus. Donc on s'est dit, on va faire les choses de façon un peu large et on va essayer de drainer le plus large possible pour décrire un maximum de patients, soit les aider à faire le diagnostic s'ils ne le connaissaient pas, soit ceux qui le savaient déjà, essayer de les interroger, de faire les prises de sang qu'il fallait pour essayer de décrire un petit peu la présence de cette nouvelle maladie ici en Guyane. Donc on est parti sur un appel à témoignages, on a fait des choses relativement standards et classiques, on a envoyé un mail à tous les médecins généralistes de Guyane, aux médecins de l'hôpital de Cayenne, on en a parlé à la seule allergologue qui est là depuis tellement longtemps en Guyane, le docteur Guillot, qui elle aussi suivait certains patients sans forcément connaître cette maladie-là. Le bouche à oreille, ça évidemment. On s'est servi, alors maintenant c'est des Google Groups, mais à l'époque c'était des Yahoo Groups sur Ornitho Guyane, Herpeto Guyane, Chiro Guyane. Voilà, on envoyait des mails à tout le monde en disant vous tous qui vivez en forêt et qui allez en forêt et qui faites mort d'ardétique, est-ce que vous avez des soucis avec la viande? Et puis ça c'était un peu rigolo aussi, c'est qu'on avait fait, c'est d'ailleurs ce qui a pas mal marché. Il y a un groupe Facebook qui à l'époque réunissait 20 000 personnes un peu partout en Guyane et surtout de toutes les, alors on dit pas ethnie, on dit toutes les groupes culturels de Guyane, qui s'appelait La Vie en Guyane, il a changé 10 fois de nom. Aujourd'hui, j'ai vérifié tout à l'heure avant de venir vous voir, il y a 43 000 personnes dessus et qui rejoint tout un tas de gens. À l'époque, on postait beaucoup de photos, de trucs, parfois des trucs polémiques. Et donc voilà, on avait mis un petit message sur ce groupe en disant est-ce que certains d'entre vous ont l'impression de mal tolérer la viande rouge? Et si oui, n'hésitez pas à nous contacter. Et il y a certaines personnes qui m'ont contacté comme ça. Voilà, on a donc on a donc identifié une quinzaine de personnes. Les critères d'inclusion, c'était des gens qui avaient l'impression de faire une réaction diverse et variée après l'ingestion de viande. Il fallait que ça soit des gens pour qui c'était apparu en Guyane. Il se trouve qu'il y a eu quelques personnes qui venaient par exemple du Grand Est et qui s'étaient fait piquer par des tiques plutôt. Ceux-là, on les a pas inclus parce que l'idée c'était vraiment de décrire les gens qui avaient acquis ça en Guyane. Donc voilà, c'est ceux-là. On a ceux qui voulaient pas participer n'ont pas été inclus. Et puis ensuite, on a fait un questionnaire standardisé et on a fait les tests biologiques, les dosages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au final, donc, il y a une quinzaine de personnes qui sont présentées et 11 personnes qui ont pu aboutir dont on a pu étudier le cas. Donc ça fait pas énorme. Pour la petite histoire, j'y reviendrai après. À l'époque, sur l'Amérique du Sud, il y avait eu 4 cas qui avaient été décrits. Je vous montrerai ensuite. Je crois qu'il y en avait un au Brésil, 3 au Panama, mais même pas de publication. Donc on a eu 11 personnes. Entre hommes et femmes, c'était réparti de façon relativement homogène, principalement des gens entre 30 et 60 ans, tous exclusivement
Vous pouvez discuter ensuite sur la façon dont on a fait l'appel à témoignages, mais tous exclusivement des métros, des hexagonaux, des blancs, vous dites ça comme vous voulez. Et les manifestations, ben vous voyez, pour 73% d'entre eux, c'était de l'urticaire, angioœdéma, c'est donc le fameux œdème de Queen. Il y a différentes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents stades, soit un œdème important, soit des formes plutôt modérées. Pour la plupart d'entre eux, des manifestations digestives, hein, c'était pas compliqué. Alors, je pourrais vous raconter le nombre de personnes qui m'ont raconté des anecdotes, mais complètement ahurissantes. Par exemple, il y en a qui... Alors, d'une part, comme c'était une maladie qui n'était pas connue, à défaut, comme vous allez voir tout à l'heure, de proposer un traitement, la plupart des gens étaient contents qu'on mette le doigt enfin sur quelque chose qu'ils n'avaient pas identifié jusqu'à présent. Il y en a certains qui pensaient qu'ils étaient allergiques à la viande, mais ils avaient des amis très bien intentionnés, ou pas, qui avaient décidé de tester le truc. Et donc, ils racontaient très bien comment des amis à eux les avaient invités à bouffer, avaient fait une soi-disant tarte aux légumes dans laquelle ils avaient glissé de la viande hachée, et racontant comment ils se retrouvaient sur le trône en rentrant chez eux. Enfin, il y a tout un tas de trucs. C'est comme les copains musulmans à qui les potes glissent des lardons dans la bouffe pour leur montrer qu'ils vont pas partir en enfer. Enfin, c'est des trucs complètement ahurissants. Bref, en tout cas, ce qui n'était pas inintéressant dans cette pratique des amis bien pensants, c'est que nous, dans notre jargon, on appelle des tests de réintroduction. Et ça marchait plutôt pas mal. Ça marche bien en allergologie, les tests de réintroduction. Bon, là, on réintroduisait de la viande, ils avaient toujours des symptômes. Et les viandes les plus souvent incriminées, c'était le bœuf, le porc. Je ne sais pas comment on a mis le lapin dans tout ça, je ne me rappelle plus, parce que quand même, ce n'est pas tout à fait fréquent. Mais en tout cas, c'était vraiment toutes les viandes de mammifères, et les gens décrivaient vraiment aucun symptôme, ni avec le poulet, ni avec le canard, ni avec le poisson. Et puis, voilà, un certain nombre, mais... Encore une fois, on va revenir tout à l'heure, je vais vous faire quelques stats de base pour ceux qui ne connaissent pas bien, même si je sais qu'avec les trucs autour de Raoult, on a beaucoup parlé de groupes témoins, d'essais randomisés, tout ça. Mais en tout cas, 100% des gens qui étaient dans cette étude avaient déjà été mordus par des tiques. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que 100% des Guyanais sont mordus par des tiques? On ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà. Et l'autre chose, c'est qu'ils étaient tous du groupe soit A, soit O, et ça, c'était intéressant. Le reste de la discussion, donc c'était des gens qui étaient arrivés en moyenne 3 ans, enfin en médiane 3 ans avant. Les symptômes, ils apparaissaient en général 3 heures après l'ingestion de viande. Le maximum, c'était 1h30 pour les plus courts, 6 heures pour les plus longs. Et une partie d'entre eux ont pu avoir un bilan. Il y en a certains qui n'ont pas été au bout du bilan, mais vous voyez que pour la plupart d'entre eux, ils avaient des IgE anti-bœuf, anti-porc, anti-agneau, anti-lapin. Et par contre, sauf un, sinon ils avaient tous des IgE anti-poulet, anti-canard, et puis là on l'a pas marqué, mais anti-poisson, qui était négatif. Un certain nombre avaient aussi, et donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est un peu lié, des anticorps dirigés contre les produits laitiers, et en particulier le lait de vache, mais aussi le lait de chèvre pour certains, à des taux moins élevés. Voilà, donc ça a fait une publication qui est sortie en 2021. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette première publication? Déjà, c'était la première étude qu'on avait faite en Guyane. Pour un certain nombre de gens qui souffraient de ce truc-là, on avait un peu une preuve scientifique que cette maladie existait vraiment et qu'elle existait en Guyane. Comme je vous le disais, il n'y avait pas tant de publications que ça à l'époque. J'avais fait un petit récapitulatif de ce qui se faisait dans la littérature à cette époque-là. Vous voyez qu'il y avait un cas qui avait été rapporté au Costa Rica, 4 au Panama et 1 au Brésil, donc je n'ai pas tout à fait exact, donc c'est tout ce qui existait à l'époque sur l'Amérique du Sud. Encore une fois, c'est quelque chose, un certain nombre d'entre vous êtes dans le milieu scientifique, c'est quelque chose dont on se gargarise beaucoup parce qu'on a une grosse concentration de chercheurs, de médecins, des ressources à la fois en santé et en recherche extrêmement élevées en Guyane, concentrées dans un tout petit territoire qui représente 1% de l'Amazonie, là où le reste de l'Amérique du Sud a sûrement beaucoup de cas de plein de choses, mais beaucoup moins les moyens de les étudier. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sortent du creuset de la science en Guyane, du fait des moyens européens qu'on a ici. Bref, et sinon vous voyez, alors depuis ça a augmenté, mais plein de publications aux États-Unis, en Afrique rien, en Asie rien ou presque, et puis décrits un petit peu partout, en France, en Italie, en Allemagne, donc des choses qui existent aussi ailleurs. Donc le titre du Café des Sciences n'était pas tout à fait exact, c'est pas du tout une maladie tropicale, mais c'est une maladie qui existe aussi sous les tropiques. Qu'est-ce qu'on voyait d'autre? Les gens avaient quand même globalement plus de symptômes digestifs que de symptômes allergiques. La plupart des patients étaient, bon j'ai fait une petite blague, il paraît que le terme politiquement correct c'est métro, mais en tout cas c'est vrai qu'on n'avait aucun afro-descendant dans cette population, et une des explications,
c'est la suivante. C'est probablement en fait cette histoire de groupe sanguin, vu que il y avait 0% des patients qui avaient un groupe sanguin B. On est bien d'accord qu'on ne fait pas de la science et des grandes conclusions sur 11 patients sur une maladie. Mais voilà, c'est préliminaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'alpha-gal que vous voyez ici représenté, il est très très proche à un os près du sucre qu'on a sur les gens qui sont porteurs du groupe ABO, du groupe B dans le système ABO, alors que ceux des groupes A et des groupes O sont très différents. Ensuite, quand on regarde la carte de répartition des groupes sanguins dans le monde, et ben en fait, vous voyez qu'on a très peu là, c'est la carte de répartition des groupes B. Et en fait, le groupe B, c'est quelque chose qui est très fréquent en Afrique et donc chez les afrodescendants. Et donc, en fait, c'est probablement une des explications pourquoi est-ce qu'on a très peu de noirs ou d'afrodescendants dans les gens qui font des alpha-gal. Accessoirement, en Guyane, on n'a quasiment aucun. C'est qu'en fait, la plupart seraient probablement du groupe B et donc seraient protégés de l'alpha-gal. Les gens qui sont du groupe B ne font pas cette maladie. C'est pour ça que ça touche les autres. Et les autres, c'est principalement en Guyane des Européens, des Caucasiens. Voilà, alors cette étude, elle ne démontrait pas du tout le lien avec les tiques. La seule donnée qu'on avait, c'est que 100% des patients qu'on avait interrogés avaient été piqués par des tiques. L'hypothèse est quand même intéressante. Je vous rappelais la tique dont je vous ai parlé tout à l'heure, la tique étoilée, elle s'appelle Amblyomma americanum, celle des États-Unis, là du Sud-Est, et celle qu'on a, alors vous savez, j'ai oublié, là quand je faisais mon topo, j'avais fait ça, puis j'ai zappé. En Guyane, on a un peu plus d'une centaine d'espèces de tiques, mais il y a une tique particulièrement qui est... Alors, toutes, elles vont piquer des mammifères, elles vont piquer, vous l'avez sûrement vu aux yeux, des iguanes, des oiseaux, de tout un tas de bestioles. Mais la tique la plus anthropophile qu'on ait en Guyane, c'est Amblyomma cagenense, qui est très très proche d'Amblyomma americanum. C'est d'ailleurs, quand on discute avec les spécialistes des tiques, c'est probablement une des seules qui piquent vraiment l'homme. Et donc, on a vraiment un lien entre la tique la plus anthropophile de Guyane et puis la première tique qui a été décrite en rapport avec l'alpha-gal. Depuis, il y a d'autres espèces qui ont été décrites en Europe, Ixodes, etc., qui sont en rapport avec l'alpha-gal. Mais aux Amériques, on a vraiment la cousine de celle qui a incriminé la tique étoilée, donc ça colle. Elle est très anthropophile. Voilà, donc il y a des choses qui collent, mais c'était pas suffisant. On a donc décidé de faire une nouvelle étude, et donc la précédente, c'était donc Florent Roche, et là, cette fois-ci, c'est Jonas Le Forestier, qui est un interne anti-Guyane, et qui a été encadré par une allergologue militaire qui était là pour 2 ans et qui a vu beaucoup de patients à cette époque-là, et elle l'a encadré sur ce travail, l'idée étant d'essayer de faire un lien, enfin de mieux étudier les facteurs de risque chez les gens qui avaient l'alpha-gal, et en particulier les morsures de tiques. Qu'est-ce qu'on a fait? Encore une fois, on a beaucoup parlé de ces histoires, d'études, comment on essaie de prouver quelque chose, etc. Il y a tout un tas d'études possibles, mais une des façons, surtout quand on reprend de façon rétrospective une maladie pour essayer de comprendre c'est quoi un peu les déterminants de cette maladie, le meilleur moyen de mettre des choses en évidence, c'est de constituer ce qu'on appelle un groupe témoin. Globalement, si je vous dis que 70% des gens qui font un cancer du poumon fument, ben, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose, mais après tout, est-ce que 70% des gens dans la population fument? On ne sait pas. C'est pour ça qu'on va prendre un groupe témoin, si possible, le mieux construit possible, de façon à pouvoir montrer qu'il y a plus de gens qui font un cancer du poumon chez les gens qui fument que ceux qui ne fument pas. Et donc là, l'idée, c'était il faudrait qu'on arrive à trouver un groupe témoin de gens qui font aussi des allergies et voir s'ils ont les mêmes facteurs de risque que ceux qui font des allergies à la viande. Quand je dis allergies, c'est allergies pas à la viande, pour essayer de mieux comprendre. Donc ensuite, ça c'est un classique en statistique, c'est qu'on fait une étude cas témoins, on va prendre 2 à 4 témoins pour un cas, c'est ce qu'on a fait, donc c'était des gens de 18 ans. Ceux-là, c'était ceux qui consultaient pour une alpha-gal, à qui on avait fait un diagnostic d'alpha-gal, et on avait pris un groupe témoin de gens qui consultaient dans le service de dermato-allergologie pour autre chose que l'alpha-gal. Alpha-gal, ça voulait dire qu'on avait des critères cliniques que je vous ai montrés avant qui collaient, un critère biologique et en particulier le fait d'avoir des anticorps E dirigés contre l'alpha-gal. On avait un questionnaire standardisé, comme je vous montre ici, enfin, je vais vous en parler juste après, des examens biologiques détaillés. La différence par rapport à l'étude précédente, c'est qu'on faisait des prick tests. Les prick tests, c'est on va tester l'allergie en mettant sous la peau de ce qu'on appelle des antigènes, donc un petit bout de l'allergène qu'on pense être mis en évidence, et on va les mettre comme ça sous la peau et on regarde la réaction. S'il se passe rien, c'est qu'on n'est pas allergique, et s'il y a une grosse réaction, c'est qu'on est allergique à l'antigène qu'on a testé.
C'est quelque chose qui est très utilisé en allergologie, qu'on n'avait pas du tout fait sur l'étude précédente, parce que c'est moi qui voyais les patients. Je ne suis pas du tout allergologue et je ne suis pas du tout capable de... Enfin, je ne sais pas faire, je pourrais apprendre, mais je ne suis pas du tout capable de faire un prick test. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné, cette étude? On a identifié, vous voyez, c'est pas encore... c'est pas les centaines de milliers de personnes infectées par le Covid, on est bien d'accord, mais on est sur maladies différentes. On a identifié 18 cas qui ont répondu aux critères d'inclusion dans cette étude, et on a inclus 36 témoins de gens qui consultaient, qui ont été tirés au hasard parmi les gens qui consultaient pour l'allergologie en Guyane. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que il y avait, parmi les gens qui consultaient, on avait une moyenne d'âge de 38 ans, pas très différente du groupe témoin qui était à 45 ans. On avait à peu près 50% répartis hommes-femmes, même si dans le groupe témoin, il y avait plutôt plus de femmes que d'hommes. Et on a testé d'autres choses, où est-ce qu'ils vivaient, mais ça sortait pas de façon significative. Les animaux domestiques, ça sortait pas de façon trop significative, sauf pour le chat. On a trouvé que les gens qui avaient l'alpha-gal avaient plus souvent des chats que le groupe témoin. Et surtout, ce qu'on a trouvé de façon très marquante et très marquée, c'était que les gens qui avaient l'alpha-gal étaient dans 72% dans une activité professionnelle en extérieur, alors qu'ils représentaient que 14% des gens qui consultaient pour une autre allergie. Et on a calculé aussi le temps passé en forêt, et on voyait que globalement, les gens qui avaient l'alpha-gal, ils passaient, pour la plupart d'entre eux, de longues heures en forêt, alors que ceux du groupe témoin ne passaient pas spécialement du temps en forêt. Ensuite, on les a interrogés sur leur morsure de tique, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, même si je n'ai pas centré mes deux colonnes. Mais ce qu'on voyait, c'est que parmi les 18 patients qui avaient un alpha-gal, 100% s'étaient fait piquer par une tique, alors que seulement 22% des témoins s'étaient fait piquer par une tique. Donc là, je vous parle d'allergiques tout venant. Ça peut être des gens qui étaient allergiques à la cacahuète, à la crevette, à la poussière, des gens qui consultent pour un problème d'allergie. Et la plupart s'étaient fait mordre dans l'année précédente. Accessoirement, dans notre nouveau groupe de patients, aucun d'entre eux n'était du groupe B, alors qu'on avait 17% des gens qui consultaient pour une autre allergie qui étaient du groupe B. Donc là, encore une fois, on était toujours un peu dans la même direction. Alors, quand on va tester une association d'une variable, c'est-à-dire quand on veut montrer qu'une variable est plus présente dans un groupe que dans un autre, quand on veut montrer que le facteur de risque de faire un infarctus, c'est de fumer versus ne pas fumer, on va donc faire un test statistique. Ce qui va nous montrer que le test statistique est significatif, c'est cette fameuse valeur petit p que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui doit être inférieure à 0,05, c'est ça qu'on a encadré ici. Et ensuite, pour savoir quelle est la force de l'association, c'est-à-dire quelle est la multiplication du risque chez les personnes qui ont ce facteur de risque-là, combien de fois, par combien c'est multiplié. On va donc construire un truc qui s'appelle l'odd ratio, qui est donc la force de l'association, et ensuite l'intervalle de confiance, qui est une mesure statistique qui permet de savoir si on croit ou non dans cet odd ratio. Un odd ratio, donc là vous voyez, le fait d'avoir une morsure de tique dans la vie, il y avait un odd ratio à 124, ce qui se traduit en français par quelqu'un qui s'est fait piquer par une tique a 124 fois plus de chances d'avoir développé la falgale que quelqu'un qui ne s'était pas fait mordre par une tique. Donc c'est un odd ratio qui est extrêmement élevé. En général, vous entendez dire que vous voyez par exemple les choses dont on parle beaucoup, les perturbateurs endocriniens ou le fait de vivre près d'une centrale, il y a une multiplication du risque de telle ou telle maladie, mais généralement c'est un odd ratio qui est à 1,5, qui est à 2. Donc là, on est vraiment... Le fait d'avoir un chat, ça multiplié par 5, le risque d'avoir l'alpha-gal, le fait d'avoir une profession extérieure multiplié par 14, et le fait de passer plus d'une heure par mois en forêt, c'était un risque multiplié par 46. Donc vous voyez là, on se retrouve avec ce qu'on appelle des liens statistiques qui commencent à être solides. Même si on peut discuter plein de choses sur le caractère rétrospectif de l'étude, là où si on suivait les gens au fur et à mesure en regardant, je sais pas, toute la population de Guyane, en leur demandant tous les mois s'ils n'ont pas été mordus par une tique et s'ils n'ont pas développé une allergie à la viande, ben là forcément on ferait une étude beaucoup plus sérieuse. Bon, mais par contre, il faudrait un petit peu plus de moyens pour suivre tous ces gens-là. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude? Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un lien de causalité entre les morsures de tiques et la survenue de l'alpha-gal très fort. Ça a été démontré ailleurs, mais pas en Guyane. On n'a pas les mêmes tiques que là où ça a été démontré ailleurs. Donc, c'est intéressant. Ça colle avec la littérature. La plupart des gens n'avaient jamais développé cette maladie avant leur première exposition aux tiques. Donc là, on a une chronologie qui marche aussi. Donc, on peut commencer à dire que là, on a quelque chose d'un petit peu sérieux.
Et dans les autres choses, personne du groupe B qu'on peut considérer comme un facteur protecteur. J'ai pas trop décrit la partie médicale, mais parmi les 18 patients décrits, il y en avait au moins 40 qui avaient fait au moins une fois un épisode sérieux qui les avait amenés aux urgences, qui est quand même une nécessité de mettre des traitements. Et en termes d'évolution, la plupart avaient toujours cette maladie, ce qui fait que certains d'entre vous dans la salle le savent, mais le meilleur moyen d'arrêter cette maladie, c'est d'arrêter de manger de la viande. Et puis certains avaient voulu essayer, et parmi les 18 que je vous décris, il y en a un qui s'améliorait et un qui avait une guérison complète. On reviendra tout à l'heure sur la partie un peu plus médicale sur l'évolution possible de cette maladie. Donc voilà, pour conclure sur cette étude-là, cette étude a permis de démontrer, elle n'est pas encore publiée, hein, je tanne l'interne qui a fait cette étude pour qu'il se mette au boulot pour faire la publication en anglais, on n'y est pas encore. Mais on a vraiment montré que les morsures de tiques, c'est un véritable facteur en Guyane, c'est un facteur de risque d'attraper l'alpha-gal. Le fait de travailler en extérieur, forestier, naturaliste, militaire, etc., c'est un facteur de risque également très important. Et puis, bon, ça, c'était une petite private joke de Jonas, dont j'ai repris les diapositives. C'est vrai qu'on dit beaucoup en Guyane qu'il n'y a pas de maladie associée aux tiques. Effectivement, on n'a jamais démontré une maladie de Lyme prouvée chez quelqu'un qui s'était fait piquer par une tique en Guyane. On a des maladies de Lyme en Guyane, mais la plupart du temps, elles ont été attrapées en métropole. Et certains patients pour lesquels il y a une suspicion clinique, mais on n'a jamais réussi à trouver les examens biologiques qui le démontraient. Il y a eu une publication sur les mêmes réseaux scientifiques l'année dernière sur un cas d'une maladie qui s'appelle l'anaplasmose, qui a été trouvée chez un orpailleur en forêt, un peu par hasard, en screenant des sérothèques de plus de 500 prélèvements de patients, en cherchant tout un tas de bactéries. Donc on a trouvé cette fameuse anaplasmose, qui est une maladie transmise par les tiques. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, même s'il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les tiques avec des bactéries qui sont retrouvées, mais en général, c'est pas des bactéries qui sont associées à des maladies humaines. Bon ben voilà, là on a une maladie qui est associée aux tiques en Guyane de façon certaine, avec un nombre de patients non négligeable, même si c'est une population très particulière. Voilà. Cette dernière partie, c'est du plagiat complet, et je le remercie vu que je dois faire ce topo dans un diplôme universitaire en France dans 2 mois, et celle qui doit faire la partie plus théorique m'a envoyé cette diapositive 3 mois à l'avance, chose que je suis incapable de faire vu que mon diaporama je l'ai fini il y a 1 heure, et donc je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que spécifiquement pour cette soirée, je lui piquais ses diapos. Donc, merci à elle. Et puis, un peu désolé à vous pour ceux qui ne sont pas du milieu médical, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même très médicales. Et puis, elle met moins d'images que moi dans ces diapositives. Mais en gros, la présentation clinique sur des grosses cohortes américaines, maintenant, il y a plus de 10 000 patients aux États-Unis qui ont le diagnostic d'alpha-gal. Donc, on a pu faire des grosses études sur beaucoup de patients. C'est autre chose que mes 11 puis 18 patients ici, mais on est sur un tout petit territoire. En général, la plupart des gens, ils n'avaient jamais de problème pour manger de la viande de mammifère avant. Il y a des réactions d'intensité extrêmement variables, même parmi les gens que j'ai vus ici, il y en a qui ont juste un peu mal au ventre, la diarrhée pendant quelques heures après avoir mangé la viande. Je dis juste, c'est loin d'être agréable, mais en tout cas, ça ne met pas en jeu le pronostic vital. Il y en a certains qui ont fini aux urgences avec de l'adrénaline. Voilà, donc certains n'ont que des symptômes abdominaux. En général, ça commence 3 à 8 heures après la consommation de viande de mammifère. Le diagnostic, on va revenir après, mais ça repose sur ces fameuses IgE, immunoglobulines, anticorps E, dirigés contre l'alpha-gal. Et pour la plupart d'entre eux, ça s'améliore après un régime d'éviction, c'est-à-dire qu'on arrête de manger de la viande. Malheureusement, des personnes même qui vivent en Guyane ont rapporté que, on va en parler après de l'évolution, mais il y a certaines personnes chez qui ça ne s'arrête pas à la viande, et je connais des gens ici aujourd'hui qui ne peuvent plus rien manger d'origine animale, mammifère, que ce soit beurre, lait, etc. Et ça leur complique clairement la vie, parce qu'on sait que chez certaines personnes, l'atopie, elle peut s'étendre à ça. Les symptômes qui sont retrouvés sur les grosses séries américaines, c'est de l'urticaire, donc les éruptions urticariennes, les plaques rouges qui grattent, qui se déplacent dans plus de 90% des cas, les syndromes intestinaux dans 60% des cas, et l'anaphylaxie, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les signes, la symptomatologie d'après, les œdèmes et puis la tension qui chute. C'est très variable d'une personne à l'autre et on n'a aucune explication aujourd'hui. On sait que de toute façon, toutes les maladies peuvent avoir des expressions différentes, hein. Vous êtes archi calé maintenant en médecine grâce au Covid et vous avez bien vu que parmi vous tous qui êtes ici, il y en a peut-être qui ont eu besoin d'oxygène pour leur Covid, d'autres qui ont fait un rhume pendant 2 heures et puis c'est fini. Donc on sait tous qu'on a tous une sensibilité différente en fonction de notre patrimoine génétique, en fonction de
l'exposition, la quantité de l'inoculum, comme on appelle, c'est-à-dire la quantité d'agents pathogènes auxquels on a été confronté, etc. Tout un tas de choses qui peuvent faire que certains vont faire juste un pauvre rhume et d'autres vont finir intubés en réhab. Et c'est pareil pour l'alpha-gal avec des gens qui vont juste, excusez-moi pour ceux à qui ça arrive, juste faire des maux de ventre ou de la diarrhée après avoir mangé de la viande, et puis ceux qui finissent avec un choc anaphylactique aux urgences pour qui ça peut pas être drôle. Donc on sait que c'est très variable d'une personne à l'autre. On ne sait pas très bien pourquoi il y a des gens qui font des formes très poussées et d'autres beaucoup moins. On sait aussi, il y a eu des grandes études, c'est quelque chose que j'ai envisagé de faire ici, mais comme on n'en maîtrise pas les conséquences, et forcément on en parle beaucoup, et parmi les copains, il y en a plein qui se sont proposés de donner leur sang pour voir si eux, ils avaient aussi des IgE anti-alpha-gal. Mais le problème, c'est que si je fais ça aujourd'hui, si toi, je te fais tes IgE anti-alpha-gal, tu n'as aucune allergie à la viande et tu as des IgE alpha-gal hyper positifs, je te réponds quoi sur ça veut dire quoi? Que je vais devenir allergique à la viande, je vais devenir allergique au lait, il faut que je prenne des dispositions, il faut que j'aille plus en forêt, il faut que je mange plus, enfin c'est compliqué, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis cette étude en place. Heureusement, les Américains, ils sont un peu plus bourrins que nous, et ça, ils ont fait sur des milliers de personnes. J'ai lu tout à l'heure, d'ailleurs, ils ont fait ça sur une étude sur plus de, je sais plus combien, 5000 militaires, où ils leur ont tous fait des IgE anti-alpha-gal, en regardant un peu. Bon, ben oui, il y en a plein qui sont positifs, et parmi ceux qui sont positifs, il y en a une grande partie qui n'ont pas du tout de symptômes. Donc voilà, là, pareil, hein, population de 300 gardes forestiers, sans préjuger de leurs symptômes, il y en avait 35% qui avaient des IgE anti-alpha-gal. Si on faisait des dosages d'IgE à tous ceux de l'ONF, de l'OFB, du GPOG et que sais-je, qu'est-ce qu'on trouverait? Ben, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de vouloir savoir. Et qu'est-ce que ça voudrait dire sur qu'est-ce qui va survenir? On n'en sait rien du tout. Ce qui est intéressant pour ceux qui se sentiraient concernés dans la salle, c'est qu'on sait qu'il y a des cofacteurs et que 63% des gens qui prennent cette maladie ont des cofacteurs dans les grandes séries américaines, en particulier l'alcool. Ça, c'est pas cool. Parce qu'on peut... Ok, pendant les barbecues, on mange plus que du canard et que du magret. Mais si on peut plus boire de bière, c'est compliqué. Mais on sait qu'il y a un rapport. Il y en a certains chez qui il y a un rapport avec l'effort physique. Et d'autres, c'est des médicaments. Donc voilà. Vous voyez que dans les grandes séries, les piqûres de tiques sont rapportées de façon moins fréquente. Ensuite, dans les produits alimentaires, on sait qu'il y en a qui contiennent particulièrement de l'alpha-gal et d'autres moins. C'est particulièrement fréquent dans les abats, rognons, foie, cœur, tripes, etc. Et voilà. Et sinon, bœuf, porc, agneau, gibier. Alors c'est marrant, hein, dans les gens que j'ai pu interroger, il y a des gens qui disaient qui vivaient dans des carbets un peu éloignés, qui disaient que les premières années, ils n'avaient aucun souci à bouffer de la viande de bois, alors que par contre, tout avait été déclenché par une boîte de chili con carne et donc ça, ils pouvaient absolument pas. Donc, ensuite, il y a la perception individuelle, hein, c'est sûr que ça modifie. Et ensuite, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées. Hein. Alors ça, les musulmans qui mangent pas de viande, qui mangent pas de porc, ils connaissent. Hein, se méfier des rillettes de doigts qui contiennent souvent de la graisse de porc. Et voilà, et d'autres choses, la gélatine, les marshmallows, la gelée, le thon en boîte, contaminé avec de la chair de dauphin. Ça, j'ai découvert ça tout à l'heure. Hein. Et donc, le dauphin, c'est un mammifère. Hein. C'est vrai qu'on pense pas assez souvent. On est moins concerné ici. Il n'y a pas grand monde qui bouffe des sautallis, ou en tout cas pas ouvertement. Voilà, ce qui est aussi intéressant, mais fort heureusement par rapport à d'autres allergies, c'est qu'il y en a pas tant que ça, mais il y a quand même un certain nombre de médicaments qui contiennent de l'alpha-gal. Donc chez des gens, pas tous, mais chez les gens qui ont l'alpha-gal et qui ont des formes très, très, très marquées, c'est une petite liste qui doit être connue quelque part. Le fameux cetuximab dont je vous ai parlé tout à l'heure, certains colloïdes, donc certains médicaments qu'on donne pour faire remonter la tension. Alors, il ne faudrait pas que ça soit au moment où on fait le choc. Bref. Certains antivenins, certains vaccins, etc. sont avec des produits issus du bœuf ou du porc, donc c'est important à savoir. Donc voilà, donc ça c'est un autre schéma qui montrait les risques les plus importants versus les moins importants, que ce soit dans l'alimentation ou dans les médicaments. Voilà, le diagnostic, on en a déjà un petit peu parlé, mais comme je vous disais, j'ai repris le diaporama de ma collègue. Donc c'est avant tout l'interrogatoire. Je voulais bien montrer dans les études qu'on a faites en Guyane, où on voit vraiment que l'interrogatoire aide beaucoup à savoir. Alors, on est aussi confronté à des gens avec des situations un peu intermédiaires, qui ont juste un peu mal au ventre, puis maintenant, comme ils connaissent des potes qui ont eu ça, et ils se font un dosage d'IgE anti-alpha-gal en se disant je saurais bien. Et puis une fois qu'ils ont ça, ils savent plus très bien. Ils essayent d'arrêter la viande, mais ils sont pas sûrs que ça marche. Alors ensuite, il y en a qui essayent d'arrêter le gluten, d'autres qui arrêtent d'autres choses. Bon, c'est pas toujours simple. Et puis, il y a beaucoup de mythes dans tout ce qui est allergie alimentaire. L'histoire du gluten, certains d'entre vous connaissent, mais il y a beaucoup de gens ces dernières années qui sont convaincus qu'un certain nombre de leurs maux, que ce soit digestif ou même autres, pouvaient être liés à ça. Et c'est des histoires qui sont pas simples.
Des tests cutanés, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les prix de test. Les dosages sanguins d'IgE, et le test de provocation, j'en parlerai à peine, à part quand je vous en ai parlé tout à l'heure grâce aux potes qui vous cachent dans la tarte aux légumes un peu de lardon ou un peu de viande hachée. Ça, c'est un test de réintroduction ou un test de provocation. Ça peut se faire médicalement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout ici. Juste le prix de test, je vous en parlais tout à l'heure, ça se passe comme ça, avec un petit stylet, on introduit sous la peau. Ça fait ça. Vous voyez, là, on fait une sorte de petit quadrillage avec différents produits allergènes, donc qui peuvent produire des allergies. Ça, c'est quelque chose qui est très connu pour les gens qui sont testés pour les allergies aux crevettes, aux fruits de mer, aux tomates, aux cacahuètes, que sais-je. Et ensuite, on regarde qu'est-ce que ça donne en mesurant la taille de la réaction. Voilà, l'évolution naturelle, eh ben, c'est compliqué. Hein. Dans mon expérience personnelle, des gens que j'ai pu voir comme patients, ou c'est quand même plus souvent comme ami ou connaissance que comme patient, c'est très variable. Je vous ai parlé là de quelqu'un de proche chez qui la vie est devenue un vrai enfer parce que tout ce qui est d'origine animale, mammifère, elle ne peut plus rien toucher. Donc quand on doit éliminer tout ce qui est viande, à la rigueur c'est possible. Mais quand on doit aussi éliminer tout ce qui est lait, tout ce qui est beurre, fromage, etc., surtout quand naturellement on aime plutôt bien ces produits, c'est extrêmement compliqué de s'alimenter chez soi et encore plus chez les autres, au restaurant, etc. Il y en a chez qui c'est variable selon la cuisson de la viande, il y en a chez qui c'est apparu et chez qui ça a disparu progressivement sans modification du comportement. D'autres histoires, c'est des gens qui sont repartis en métropole et chez qui ça a disparu. On peut imaginer que c'est l'arrêt du travail en extérieur en Guyane avec les injections répétées les stimulations répétées par des nouvelles morsures de tiques, on peut supposer en tout cas. Donc voilà, il y a une variabilité interindividuelle entre les personnes sur l'évolution de la maladie, que c'est extrêmement variable, mais en tout cas, il y a un certain nombre de personnes chez qui ça peut disparaître au cours du temps et chez d'autres chez qui c'est stable. La prise en charge, il n'y a pas 36 choses, hein, c'est l'éviction alimentaire, donc de tout ce qui est viande rouge. Et chez certains patients, on va jusqu'à évincer tout ce qui est produits laitiers quand c'est nécessaire. Alors, ce n'est pas chez tout le monde, mais en général, les gens, ils testent, ils savent eux-mêmes. Hein. Les médicaments, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les cofacteurs dont je vous ai parlé, chez ceux, en tout cas, chez qui ça a l'air d'être prégnant. Donc, quand on a l'impression que les cofacteurs, c'est quand les symptômes sont majorés par la prise d'alcool, par l'exercice physique, etc. Les mesures de protection physique contre les morsures de tiques, parce qu'on a l'impression que quand même les nouvelles morsures de tiques peuvent aggraver en tout cas continuer l'entraînement du phénomène. Et voilà, pour certaines personnes, c'est un peu comme ceux qui sont allergiques aux abeilles, aux hyménoptères ou à différentes bestioles. Et quand on part en forêt, avoir son stylo Anapen dans la poche, on a l'avantage que ça s'injecte très facilement. Ça peut être injecté par quelqu'un d'autre dans la cuisse comme ça en urgence. Ça n'a pas besoin d'être conservé à une température trop fraîche. Ça veut dire qu'on peut l'emmener avec soi en forêt quand on part en mission. Et puis d'autres médicaments que vous connaissez, notamment tout ce qui est antihistaminique pour ceux qui ont des allergies. Donc voilà, je pense que j'arrive à ma fin, au bout de ce topo en tout cas. Voilà, j'ai cité tous les gens qui ont un peu participé à ce travail. Florent et Jonas, c'est les deux internes qui sont maintenant médecins et qui en ont fait leur thèse. Geneviève Guillot, c'est l'allergologue qui est là depuis toujours, qui est à la fois dans Cayenne et à l'hôpital. Aude Valois, cette médecin allergologue militaire qui a vraiment filé un gros coup de main et avec ses prix de test et toutes les consultations qu'elle a faites, elle a vraiment aidé. Et puis Magdalena Smilov, à qui j'ai piqué les dernières diapositives, vous avez vu, vachement plus sérieuses que les miennes, que vous avez vues sur la fin. Et puis voilà, tous les patients, tous les copains, tous ceux qui ont contribué, toutes les discussions qu'on a pu avoir et qui m'ont permis d'avancer sur cette maladie qui n'est pas si simple à comprendre. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Loïc. On va procéder à présent à une petite séance de questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions suite à cette présentation très intéressante. On va commencer ici. Tu veux me dire de se présenter ? Oui. Je me présente. Maxime Charonneau, vidéaste, anciennement kiné, et passionné de médecine tropicale. Je voulais savoir, parmi les 35% qui étaient, entre guillemets, porteurs sains aux États-Unis, parmi les forestiers, est-ce qu'on a réussi à
à repérer du coup les facteurs de résistance? Est-ce que c'est justement ces fameux groupes A à B, ou est-ce qu'on ne sait pas encore ce qui fait que certaines populations résistent plus que d'autres? Non, pour le coup, en tout cas sur ces études-là, ça n'a pas du tout été mis en évidence. Probablement qu'il faudrait aller fouiller dans le système immunitaire, aller regarder les systèmes CMH, HLA des gens pour essayer de voir quels sont les composants qui font ça. Mais sur ces études-là, non, ça n'a pas du tout été mis en évidence. Pour l'instant, on n'a vraiment aucune étude qui permet vraiment de prédire si quelqu'un va faire une allergie ou pas. La seule chose qui peut prédire, c'est potentiellement que quand on a montré que le taux d'IgE dans le sang n'était pas proportionnel à la gravité de l'allergie qu'on faisait. Par contre, on a vu que chez des gens qui avaient d'autres terrains allergiques par ailleurs et qui développaient cette allergie-là, c'est ceux-là qui faisaient des formes plus graves. D'accord. Donc, ouais. A, B, B, pour l'instant, pas forcément protégé à 100%, quoi. Bah, pour l'instant, on a très peu de patients du groupe B qui font cette maladie-là. D'accord. Merci. Bonsoir Loïc. Salut. Moi je te remercie parce que je fais partie donc des personnes que tu as diagnostiquées. À l'époque où tu m'avais diagnostiqué, on avait parlé d'une allergologue en métropole qui essayait de bosser sur une désensibilisation. Est-ce que ça a avancé ou pas? En fait, les protocoles de sensibilisation, ça marche bien avec des médicaments. Genre, tu es allergique au bêta-lactamine, au pénicilline, donc à un antibiotique. Et ce qui fait que les allergologues, ils ont un panel avec un dosage très précis. Tu commences, je dis au hasard, avec un comprimé avec 1 mg dedans, le jour d'après à 2 mg, 3 mg, etc. Le problème, c'est que là, on ne parle pas de médicaments, on parle de viande. Et donc, en fait, je crois qu'il y a des essais de désensibilisation qui ont été faits où je prends, je sais pas combien, 50 grammes de bœuf, 10 grammes de bœuf le premier jour, puis 20, puis 30. Mais en fait, c'est très difficile d'aller jusqu'au bout de ce truc-là et avec un résultat pas du tout certain. Donc non, aujourd'hui, on n'a pas tellement avancé là-dessus. Sinon, je confirme tout ce qui a été dit. C'est extrêmement violent et on n'a plus envie de manger de viande du tout après. Il y en a on est toujours on aime bien aller faire des théories plus loin. Il y en a qui pensent que c'est une maladie qui a été introduite pour inciter l'être humain à moins manger de viande et qui va peut-être améliorer son salut. Je sais pas si. Oui Loïc, moi je voulais savoir, on parle de maladies émergentes, est-ce que c'est vraiment le cas ou jusque-là c'était méconnu? Et si c'est vraiment émergent, est-ce que tu as des idées des facteurs qui font que ça arrive maintenant, enfin, que cette maladie émerge? Alors, il faut reprendre la définition d'émergence. Une émergence, c'est l'apparition d'une nouvelle maladie dans un nouveau lieu ou avec des formes plus graves ou des cas plus répétés. On dit que la dengue est émergente parce que dans les années 70, il n'y en avait plus et que là, on aurait des formes de plus en plus fréquentes et des épidémies plus graves, enfin plus fréquentes, plus de cas et plus graves. Je pense que c'est émergent. Je me base. Alors le problème, c'est que, comme je l'ai dit au début, c'est une maladie qu'on n'identifiait pas avant. Donc peut-être que les gens qui venaient voir en disant c'est bizarre. Alors déjà, il y a toutes les personnes. Maintenant, ça se sait un petit peu, mais au début, ça se connaissait pas cette maladie-là. Donc les gens, ils savaient juste qu'ils avaient des troubles digestifs quand ils revenaient de chez les copains ou après avoir mangé, mais ils savaient pas trop en fait. Et je sais que les premiers, ils ont vraiment été contents qu'on leur dise ça. Donc moi, j'ai été demander le fameux docteur Guillot que tu connais ou d'autres médecins. Est-ce que c'est quelque chose, vous avez l'impression que vous avez connu il y a 15 ans, 10 ans, 20 ans, des gens qui avaient une allergie à la viande et on n'aurait pas fait de diagnostic? Et les gens disent non. Aujourd'hui, encore une fois, il y a un biais majeur, c'est-à-dire que ça se sait, il y a le bouche à oreille. En 2023, il y a certains mois où il y avait 5 nouvelles personnes, souvent toujours ce même milieu de métro qui sont arrivés en Guyane il y a entre 1 et 10 ans et qui bossent dans le milieu forestier. Mais il y a certains mois, on avait 4-5 nouveaux diagnostics. Alors est-ce que c'est juste parce qu'on ne diagnostiquait pas? Moi, je pense qu'il y a un nouveau phénomène. Peut-être le principal phénomène, c'est qu'il y a de plus en plus de gens de métropole qui sont en Guyane et de plus en plus de gens qui vont en forêt. Peut-être que ce serait juste ça l'explication. Je ne sais pas. Ou bien sinon, c'est Mère Nature qui veut plus qu'on mange de viande. Merci Loïc pour cette présentation. Du coup, Alex du GPOG. Donc, moi, ça va, je suis en savane, il n'y a pas trop de tiques, heureusement. 3 petites questions.
Est-ce que tu avais montré que du coup il y avait une sensibilité différente en fonction de la viande de mammifère, si c'était du porc, bœuf, etc. Est-ce que pour la viande de bois, il y a une différence cabillaille, tout ça enfin. Bah, je te dis, il y a un biais, c'est que même si, enfin, globalement, là, je m'adresse à une population de métro, et les métros, ils mangent pas beaucoup de viande de bois. Ouais. Peut-être que si j'avais plus de créoles ou de bushinangé dans les patients, ben, on pourrait plus différencier ceux qui sont très branchés viande de bois et ceux qui le sont pas. Mais les quelques-uns, je te dis, ensuite, c'est difficile, c'est beaucoup du ressenti. Ben voilà, je te parlais de quelqu'un qui me disait qu'au début, la viande de bois, ça posait pas de soucis. C'était que la viande industrielle, comme elle disait, et puis ensuite, c'était un peu tout. Ouais. Ensuite, l'alpha-gal, du coup, c'est un alpha-galactose, c'est ça mais du coup, si c'est présent à la surface des cellules de l'intestin, nous, on en a dans notre corps. Et alors non, j'ai lu, c'est pas présent. J'ai lu ça tout à l'heure, c'était pas clair pour moi jusqu'à présent. L'alpha-gal, il n'est pas présent chez les primates non humains. Attends, c'était quoi que j'avais lu? Primates non humains du Paléarctique occidental, donc de l'ancien monde, et pas chez les humains. Mais je crois qu'il est présent chez les primates du Nouveau Monde. Ok. Bon, bah, du coup, j'ai la réponse à la suite. C'est par exemple le jaguar. Est-ce que la tique peut, si elle file, est-ce que l'alpha-gal, est-ce que le jaguar peut attraper l'alpha-gal? Et si oui, alors je te dirais même que si tu manges du jaguar, tu dois pouvoir attraper l'alpha-gal. Non, pas pour moi, pour le jaguar. Et je sais pas si est-ce que les vétérinaires travaillent là-dessus aussi. Je doute. Merci. Je t'en prie. Oui, je suis un peu caché, désolé. Puis en plus, je suis arrivé en retard. Alors, je ne sais pas si ma question sera opportune. Ça marche là? Oui, vous m'entendez? Oui, je voulais poser une question. Moi, j'ai tendance depuis tout petit, à ne pas manger de la viande rouge. Ou si je la mange, je la crame. Donc, autrement dit, mon petit déologie de l'allergène, là, est-ce qu'on peut imaginer qu'en l'hydrolysant par la cuisson, c'est pas du tout démontré dans les grandes études américaines, mais je sais pas s'ils sont posés spécifiquement la question. Je sais que certains patients ici, avec qui j'ai pu en discuter, disaient que ça survenait effectivement plus quand la viande était peu cuite que quand elle était très cuite. Alors ça pourrait d'ailleurs être une autre explication. On sait que la cuisine traditionnelle créole ou chez les Amérindiens ou chez les Bouchis, on mange la viande très très cuite, mais pour des raisons plutôt de transmission d'agents pathogènes infectieux. Donc peut-être que ça peut être aussi un facteur protecteur pour pas attraper cette maladie-là, mais c'est juste une hypothèse personnelle, j'en ai pas la preuve. Je crois qu'il faudra passer le micro à droite, ils sont oubliés. Enfin, ou à gauche pour vous. Alors, bonsoir, Rachel Skelton, vétérinaire. Cool. Moi, j'avais une question plus sur Ixodes. Du coup, est-ce qu'il y a des études similaires qui ont été faites en métropole pour l'alpha-gal ou pas du tout? Oui, complètement. Et l'Ixodes fait partie de celles qui transmettent en métropole. D'accord. Et donc ce serait possible qu'il y ait des patients qui viennent de métropole et qui sont déjà allergiques à la viande, etc. Sur ces... Oui, on en a eu quelques-uns. Je crois que j'avais marqué là, tu vois. En Espagne, en France, c'est Ixodes ricinus. En Australie, c'est Ixodes holocyclus. Okay. Alors, je fais comme si je connaissais, mais pour le coup, je connais pas. Et voilà. Mais en tout cas, oui, mais c'est vrai que c'est souvent une espèce par territoire plus que les autres qui est incriminée. Okay. Merci. Bonsoir. Est-ce que les enfants ont des cas aussi? Vous avez la notion de l'âge? Alors, je ne saurais pas vous répondre sur les grandes études. J'ai pas regardé ça. Et en Guyane, non. J'ai pas cette notion chez les enfants, mais j'ai pas non plus lu toute la littérature sur le sujet qui commence à être vaste depuis 2009. Et est-ce que la tique, il y a plusieurs sortes de tiques, il y a des petites, des grosses, elle est comment cette tique-là? Elle peut avoir plusieurs tailles en fonction de son âge, mais celle-là, c'est une de celles qui peut être relativement grosse, qui est une tique dure. J'ai mis une photo peut-être quelque part de celle-là. Où est-ce que je l'ai mise? Juste après. Voilà, c'est celle-là, hein. Amblyoma cagenense. À droite. Donc,
Parce que non, on est loin, on voit pas la... Oui, mais c'est vraiment celle alors effectivement, qui est plutôt en forêt qu'en savane. Et c'est vraiment celle qu'on retrouve sur soi quand on va en forêt. Mais en fait, moi, j'y connais pas grand-chose en tic, mais pour en avoir discuté, il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Duron, qui est à l'Institut de recherche et développement de Montpellier, et qui vient depuis des années faire des prélèvements de tiques en Guyane. Et c'est lui qui me disait qu'il y a il y a énormément d'espèces en Guyane, mais que finalement, l'espèce qui touche le plus l'homme, c'est celle-là, et qu'il n'y en a pas 36 000. Alors que moi, je pensais qu'il pouvait y en avoir plein de différentes. Emeline, bonsoir. Donc Bonsoir. en fait, ma question, ce serait sur le diagnostic. S'il y a des personnes qui pensent qu'elles pourraient être atteintes, est-ce qu'il y a une procédure particulière ou est-ce qu'on peut simplement se rapprocher de son médecin traitant, puisque j'ai entendu dire qu'il y avait eu une diffusion lors de l'étude. Concrètement, comment font les personnes qui pensent être atteintes? Alors, la première chose, c'est que vous posez une bonne question. Et donc, il y a un interne qui débute une thèse sur le sujet, à savoir, est-ce que les médecins généralistes de Guyane connaissent cette maladie? Donc là, on a mis au point le questionnaire, tout ça, et ça va être diffusé à tous les médecins de Guyane. Donc bientôt, j'aurai la réponse à savoir, est-ce que les médecins ils connaissent cette maladie-là? Pour l'instant, à mon avis, c'est une minorité qui la connaissent. J'ai envie de dire, enfin, on n'est pas censé faire de la pub dans notre métier, mais on n'a qu'une seule allergologue en Guyane, à ma connaissance, c'est le docteur Guillot, et qui est elle, pour le coup, très sensibilisée à cette pathologie-là, et donc c'est elle qu'il faut voir. Pour l'instant, on n'a pas d'allergologue à l'hôpital de Cayenne, donc il n'y a personne vers qui se tourner. Donc c'est vraiment le docteur Guillot qui est à Boulevard Mandela. D'accord. Et du coup, le diagnostic, il est... j'ai cru entendre qu'il y avait une mesure sur les IG. Est-ce qu'il y a une prescription qui pourrait être envoyée au médecin ou il faut vraiment aller vers l'allergologue, c'est la seule option? Si vous tombez sur un médecin qui connaît, il y a, enfin, le prick test, ça c'est qu'un allergologue. Mais le bilan biologique initial, il peut être prescrit par n'importe quel médecin. D'accord. Il faut juste savoir quoi prescrire. Oui, est-ce que justement, je vais être opportuniste, pardonnez-moi, est-ce que vous auriez ça et qu'on pourrait transmettre ça à un médecin pour que ce soit fait? Non. Ben, c'est aussi un peu le but de cette soirée. Je ne voudrais pas balancer, mais il y a un certain nombre de médecins dans cette salle. Voilà. Donc ça va se diffuser progressivement. D'accord. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Ouais. Bien, merci pour ce partage de science et de savoir. Une question, est-ce que... bon, j'ai pas peut-être tout suivi par moment, parce que parfois c'est un peu technique, hein, il faut quand même l'avouer. Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, j'ai survécu. On est un peu lobotomisé à parler de façon à ce que les gens ne non, comprennent mais ça va, c'était pour rigoler. Est-ce que, à part cette pathologie, il y a d'autres maladies, et la maladie de Lyme, que l'on pourrait avoir attrapée ici en Guyane, en particulier, si on n'est pas forcément blanc de souche pure, entre autres. Gaulois, c'est ça? Wow, sur les bords et au milieu. Et expérience personnelle, il y a très très longtemps, j'avais attrapé une tortue sur Saül, là, et je voulais la ramener vers les eaux claires. Elle était bien infestée de tiques. Et moi, je me suis retrouvé aussi avec des tiques sur moi. Et quelques semaines après, bon, ça remonte à 30 ans cette histoire, je me suis retrouvé avec une espèce de ganglion au niveau du cou. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Bon, qui est parti au bout d'un moment, hein, mais voilà. Alors, pour répondre petit à petit, on a beaucoup d'arguments contre l'absence de maladie de Lyme transmise par les tiques d'Amazonie. Le premier argument, et c'est toujours ce fameux Olivier Duron de Montpellier, c'est qu'il a screené plus de 6000 tiques ramassées en forêt, tout un tas de tiques différentes, et en particulier les tiques anthropophiles comme celle-là, et qu'elles ne sont pas porteuses de la bactérie qui porte le nom doux à prononcer de Borrelia burgdorferi. Donc il n'y a pas. On sait que plus au sud, au Brésil, ça existe et on a retrouvé cette borréliose, donc la bactérie de la maladie de Lyme, mais vraiment sur la partie où on est de l'Amazonie, enfin dans toute l'Amazonie, on ne trouve pas c'est ça. Ensuite, nous, on en a fait un article il n'y a pas très longtemps, on a repris tous les patients, c'est pas énorme, hein, c'est une trentaine de patients qu'on consultait à l'hôpital de Cayenne sur les 10 dernières années pour suspicion de maladie de Lyme. Et ce qu'on a démontré, c'est qu'on a
3 maladies de Lyme certaines, mais en fait, ils l'avaient tous probablement attrapé en métropole, avec des notions de piqûres de tiques dans des régions où il y a la maladie de Lyme en métropole. Et tous ceux qui avaient des symptômes, soit c'était pas du tout de maladie de Lyme, c'était autre chose, et ceux pour lesquels c'était douteux, on n'a jamais eu une preuve définitive. Je parle de ceux qui s'étaient fait piquer ici. Donc pour l'instant, même si on l'exclut pas, mais on a vraiment peu d'arguments pour penser qu'on peut attraper spécifiquement la maladie de Lyme en Guyane. Quant à ce qui vous est arrivé, la maladie de Lyme, elle peut être porteuse d'autres pathologies. Je ne vous sortirai pas les noms des autres. Ce que vous décrivez, ça ressemble à une bactérie qu'on trouve ailleurs, qui s'appelle la bartonelle, et qui peut donner des gros ganglions comme ça, et qui peut être transmise par les tiques. Donc oui, c'est pas exclu que de temps en temps, comme la fameuse anaplasmose de l'orpailleur qu'on a retrouvée un peu par hasard il y a 3 ans, il n'est pas du tout exclu qu'à un moment, il y ait une bactérie qui soit transmise par une tique, mais on n'est pas du tout sur une sorte de pathologie systématiquement transmise par les tiques d'ici. S'il n'y a plus de questions, je vais en profiter pour encore une fois remercier Loïc Epelboin pour cette présentation très intéressante. Merci beaucoup, merci au Café des Sciences de m'avoir proposé de parler de ça. C'est super intéressant de pouvoir discuter avec des noms médicaux, scientifiques ou non scientifiques, de ce genre de choses. Ça donne des interactions qui sont souvent riches. Voilà, c'est avec très grand plaisir en tout cas de notre part. Et puis je pense que c'est un sujet qui doit être diffusé afin que les gens ici puissent savoir ce qui leur arrive potentiellement en forêt, et quand ils rentrent de forêt, après s'être délectés de délicieuses grillades et passer 4 heures sur le pot, comme vous dites. Donc, en tout cas, ça nous instruit énormément. Et donc, merci beaucoup encore une fois. Et j'en profite pour déjà vous annoncer le sujet du prochain Café des Sciences qui aura lieu le 20 février. On reste dans le domaine médical. Mais on part sur de la cardiologie cette fois, donc n'hésitez pas à suivre la Canopée des Sciences sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, abonnez-vous à notre newsletter, et comme ça vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe, des Cafés des Sciences futurs, ainsi que tous les autres événements auxquels on participe à la Canopée des Sciences. Donc voilà, je tenais à vous remercier à vous d'être venus très nombreux ce soir. Et je tenais à remercier encore une fois aussi le Café de la Gare pour nous accueillir aussi. Donc voilà, merci à tous et passez une belle soirée.